Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui s'apprête vraiment à redéfinir notre quotidien en ligne, l'identité numérique. Bonjour. On a mis la main sur un livre blanc assez dense qui annonce que 2026 sera une année charnière pour l'Europe. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour technique. Non, c'est bien plus que ça. On parle d'une refonte totale de la manière dont on prouve qui on est sur Internet. Une véritable révolution, en fait. C'est ça. La source explore comment la réglementation, la technologie et un concept très humain, la confiance, vont s'entremêler. Notre mission, c'est de décortiquer ça ensemble. Tout à fait. Et pour commencer, il y a cette idée de base qui change tout. L'identité, ce ne sera plus un simple mot de passe qu'on tape, ce sera bien plus profond. Exactement. Et pour bien saisir l'enjeu, je crois qu'il faut revenir un peu en arrière. À l'origine, Internet a été construit sans couche d'identité. C'est-à-dire, C'est comme si on avait construit une ville mondiale immense sans prévoir de nom de rue ou de numéro de porte. Pendant 30 ans, on a bricolé. ah oui, avec des mots de passe, des comptes Facebook, des emails. Voilà, des solutions de fortune. Aujourd'hui, on essaye enfin de construire cette couche qui manquait depuis le début. On pose les fondations en quelque sorte. C'est exactement ça. Et l'ampleur du changement est énorme. D'ailleurs, il y a une citation d'Ivan Bazar-Carriol dans le document qui est parfaite pour ça. Je l'ai notée aussi, elle est très parlante. Il dit « Tout comme le courrier électronique a changé notre façon de communiquer, les portefeuilles numériques vont changer notre façon de nous identifier. » On est vraiment à l'aube d'une transformation de cette ampleur. Et ces portefeuilles numériques, c'est donc l'outil au cœur de cette révolution. Le livre blanc parle beaucoup de l'UDI Wallet, le portefeuille européen, et d'identifiants vérifiables. Oui, Si je comprends bien l'idée, c'est je prouve une fois qui je suis, de manière ultra sécurisée, et après, je peux réutiliser cette preuve partout. c'est le principe de base. Fini de scanner sa carte d'identité pour chaque nouveau service en ligne. D'accord. Mais là où ça devient vraiment vertigineux, c'est que ça change la nature même de l'identité. On quitte une vision statique, Une photo de passeport prise à un instant T. voilà, pour rentrer dans une ère d'identité dynamique. Attends, une identité dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Que mon identité change, ça sonne un peu... C'est un peu ça, mais pas comme on l'imagine. Parce que ça a un côté un peu philosophique, dit comme ça. Concrètement, dans le monde numérique, ça signifie quoi? Ça veut dire que ton identité n'est plus un simple ticket d'entrée que tu présentes une fois. C'est un flux continu d'informations vérifiées. Un flux. Oui, un flux qui sécurise tout ton parcours. La source appelle ça un écosystème d'identité numérique fiable. Imagine, tu ouvres un compte en banque, tu signes un contrat. Aujourd'hui, ce sont des étapes isolées. D'accord. Demain, elles seront reliées par un fil continu de confiance. Un fil qui prouve en permanence que c'est bien toi et que tu as le droit de faire ce que tu fais. Je vois l'idée. Mais un fil continu, ça peut aussi se casser. Comment on s'assure que ce système est plus sûr que nos vieux mots de passe, il m'a dit? Ça semble même plus risqué si tout est connecté. C'est une excellente question. Et c'est là qu'interviennent les technologies de pointe. L'IA et la biométrie deviennent, en quelque sorte, les gardiens de ce fil. Comment ça? Par exemple, le document parle beaucoup de la détection de vivacité, ou liveness detection. Le système ne se contente pas de reconnaître ton visage. Ah, il vérifie que je suis bien là en direct. C'est ça. Il vérifie que tu es une personne réelle, qui cligne des yeux, qui bouge la tête. Il s'assure que ce n'est pas un masque, une photo ou pire un deepfake. D'accord, ça rend la fraude beaucoup, beaucoup plus difficile. Exponentiellement plus difficile. Donc, si je résume cette première grande idée, on passe d'une vérification unique à un processus continu. L'identité devient flux, sécurisé en temps réel par de l'IA. Ça, c'est pour l'individu. Oui. Mais le document lie ça très fortement à un autre mot qui fait souvent un peu peur, la conformité. En général, on associe ça à de la paperasse, à des contraintes. C'est vrai. Pourtant, la source semble dire que ça va devenir un avantage. Comment c'est possible? Alors ça, c'est un changement de mentalité radical. Traditionnellement, la conformité, c'est réactif. Une nouvelle loi sort et les entreprises, elles se démènent pour se mettre à jour. Et c'est vu comme un coût, un fardeau. Exactement. Ce que l'Europe est en train de créer, avec des textes comme EIDS 2.0, l'EA Act, le Data Act, c'est un cadre qui transforme la conformité en un jeu d'anticipation. D'accord. Mais comment cette identité dynamique dont on parlait change la donne pour la conformité? Elle l'automatise en temps réel. Le concept clé qui émerge, c'est le KYC perpétuel ou PKYC. KYC, donc Know Your Customer. C'est ça.
L'obligation pour une banque, par exemple, de vérifier l'identité de ses clients. Aujourd'hui, on le fait à l'ouverture du compte et puis plus grand-chose. On oublie un peu. Le PKYC, c'est une surveillance continue et intelligente. Le système détecte si un client change de pays, s'il apparaît sur une liste de sanctions, si son comportement devient suspect, et elle met à jour le niveau de risque, automatiquement. KYC perpétuel. Pour une banque, ça sonne génial. Mais pour moi, en tant que cliente, ça ressemble quand même beaucoup à de la surveillance perpétuelle. C'est la crainte légitime. Est-ce que le livre blanc aborde cette tension évidente entre sécurité et vie privée? Absolument, et c'est au cœur de l'approche européenne. Cette surveillance, ce n'est pas le Far West, elle est strictement encadrée par le RGPD et conçue autour du consentement. Ah, c'est là que le wallet entre en jeu. Précisément, c'est toi qui détiens les clés. Aucune donnée n'est partagée sans ton accord explicite pour un usage précis. Le système n'est pas là pour espionner ta vie, mais pour vérifier de manière automatisée que les conditions du contrat de confiance sont toujours remplies. D'accord, je vois. D'ailleurs, le cabinet Gartner, qui est cité, va même jusqu'à dire que l'adaptabilité réglementaire deviendra un critère d'achat primordial. C'est-à-dire que les clients choisiront les services qui sont les plus transparents sur ce point. Exactement. Ça transforme une obligation, En argument de vente, en fait. c'est tout à fait ça. Les entreprises qui maîtriseront cette conformité automatisée ne cocheront pas juste des cases légales. Elles offriront de la confiance comme un service. Et ça, c'est un avantage concurrentiel immense. On sent bien que pour faire tourner tout ça, l'identité dynamique, la conformité en temps réel, il faut un moteur incroyablement puissant. Et j'imagine que c'est là que le troisième pilier, l'IA, entre en jeu. Forcément. Mais là encore, ça me semble paradoxal. On nous parle sans cesse des dangers, de l'IA, des boîtes noires, et là on nous dit qu'elle va être un accélérateur de confiance. Comment on réconcilie les deux? En changeant le rôle qu'on lui donne. Le livre blanc insiste beaucoup là-dessus. L'IA n'est plus seulement un outil d'efficacité, mais un outil d'intégrité. D'intégrité. Imagine une IA qui n'est pas là pour prendre des décisions à notre place, mais pour vérifier que toutes les règles sont respectées en permanence. Elle peut analyser des milliers de documents, détecter des anomalies qu'un humain ne verrait jamais. Et surtout, Surtout, créer une piste d'audit infalsifiable. Chaque action, chaque vérification est tracée, datée et reste explicable. L'automatisation est mise au service de la preuve. et c'est quelque chose qui arrive vite. On en est où de cette adoption? Très vite. Les chiffres dans la source sont éloquents. Rien que pour les grandes entreprises européennes, l'adoption de l'IA est passée de 33% en 2023 à 41% en 2024. Ah oui, c'est une croissance énorme. Et la projection pour 2030, c'est une adoption quasi universelle. On est en plein dedans. Mais, Il y a un mais. et c'est là qu'on boucle avec la réglementation. L'Europe dit oui à l'IA, mais pas à n'importe quelle condition. L'EAI Act, par exemple, interdit le concept de boîte noire pour les systèmes à haut risque. La transparence et l'explicabilité deviennent non négociables. Voilà, une entreprise doit pouvoir dire « voilà comment notre algorithme est arrivé à cette conclusion ». C'est la condition sine qua non pour que la confiance s'installe. Michael Laga, de Signature Group, est cité, et il résume bien l'objectif. Renforcer la confiance dans l'IA en développant des agents fiables. Le mot-clé, c'est fiable. D'accord. Les concepts sont clairs. Identité continue, conformité proactive et IA comme moteur de confiance. Mais pour que ce ne soit pas trop abstrait, revenons aux outils. Quelles sont les briques technologiques que les gens vont vraiment utiliser au quotidien? Il y en a 3 principales, qui s'emboîtent parfaitement. La première, c'est le fameux portefeuille d'identité numérique européen, le UDI Wallet. L'application sur notre smartphone. C'est ça. Un coffre-fort numérique, contrôlé par nous, où on pourra stocker nos documents d'identité, notre permis, nos diplômes. Un peu comme Apple Wallet ou Google Wallet, mais pour notre identité officielle, certifiée par les États. C'est une excellente analogie. Sauf qu'en plus, ce sera interopérable dans toute l'Union européenne. Et ce n'est pas une option. Le document rappelle que d'ici 2027, les grandes plateformes et les services publics auront l'obligation de l'accepter. Ok, ça c'est la première brique. Quelle est la deuxième? La deuxième, ce sont les identifiants vérifiables, ou Verifiable Credentials, les VC. C'est peut-être l'idée la plus subtile et la plus puissante. Explique-nous ça. Un VCI, c'est une déclaration numérique inviolable qui prouve un seul attribut. Un seul. Par exemple, pour entrer dans un bar. Aujourd'hui, tu montres ta carte d'identité, le videur voit ton nom, ta photo, ton adresse, tout. Oui, toute ma vie. Avec un VCI, tu pourrais simplement présenter un QR code depuis ton wallet qui dit, de manière cryptographiquement certaine, cette personne a plus de 18 ans. Point.
Ah, ça c'est génial. Aucune autre information n'est révélée. Je ne montre que ce qui est strictement nécessaire. Je n'ai pas à donner toute ma vie privée au videur du coin juste pour prouver que j'ai le droit de boire une bière. Voilà. C'est le principe de divulgation sélective. C'est un retour radical au contrôle de nos données. Synthicasa le formule très bien dans la source. L'identité n'appartient plus aux plateformes, mais revient entre les mains d'utilisateurs. C'est un vrai renversement de pouvoir. Et la troisième brique, j'imagine qu'on y revient, c'est le KYC perpétuel. Exactement. C'est le processus qui utilise les deux premières briques. Le PKI RS6 s'appuie sur le wallet et les VCI pour créer cette surveillance dynamique, mais respectueuse de la vie privée. Ces trois innovations forment un véritable triangle de confiance. D'accord, la théorie est fascinante. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça change pour les gens, pour les entreprises? Le livre blanc donne des exemples concrets, et certains chiffres sont assez fous. Ah oui, Prenons celui des services financiers, passer de 2 semaines à 15 secondes pour ouvrir un compte en banque. Comment est-ce humainement possible? c'est possible parce qu'on élimine 99% de la friction manuelle. Aujourd'hui, pour ouvrir un compte, tu envoies un scan de ta pièce d'identité, un justificatif de domicile. Et derrière, quelqu'un doit tout vérifier à la main. Oui, un employé doit vérifier que les documents ne sont pas faux, que l'adresse corresponde, que le nom est bon. C'est long, coûteux et sujet à l'erreur. Demain, le processus, ce sera Un clic. presque. 1. Tu scannes un QR code. 2. Ton wallet te demande « La banque X souhaite vérifier votre identité et votre adresse. Acceptez-vous » 3. Tu valides avec ton empreinte. Et 4. La banque reçoit instantanément un paquet de données inviolables, déjà certifié par l'État. Le tout en 15 secondes. C'est vertigineux. Et on voit des exemples similaires partout. Dans l'assurance, traiter 5 fois plus de dossiers de réclamation. Dans l'immobilier, signer un bail à distance en quelques minutes. Pour les ressources humaines aussi, c'est une révolution. Recruter quelqu'un à distance en étant absolument certain de son identité, de ses diplômes, ça pourrait rendre le processus 5 fois plus rapide. Et ce n'est pas de la science-fiction. Non. Le document cite le cas d'Iban Frist, une entreprise qui a mis ça en place. L'intégration de leurs nouveaux clients, ce qu'on appelle l'onboarding, est passée de plusieurs jours à quelques minutes. Ça fonctionne déjà. Donc, si on fait le bilan, le message central est clair. La convergence entre l'identité numérique, la conformité intelligente et l'automatisation par l'IA, ce n'est pas une vague tendance. C'est l'architecture du futur marché numérique européen qui se construit sous nos yeux. Absolument. Et pour les organisations, la feuille de route se dessine en 4 étapes. Premièrement, intégrer ces nouvelles identités réutilisables, se préparer à accepter le ID Wallet. C'est la base. Deuxièmement, automatiser la conformité, passer au PKYC. Ce n'est plus une option. Et les 2 autres étapes? Troisièmement, penser interopérabilité. Les systèmes doivent être ouverts, capables de communiquer, l'ère des silos est terminée. Et enfin, quatrièmement, tout construire sur les principes de l'IA responsable. Transparence, explicabilité. Ce ne sont pas des bonus, c'est la fondation de tout l'édifice. Pour conclure, il y a une phrase du cabinet IDC dans la source qui résume tout parfaitement. La confiance définira la prochaine décennie de transformation numérique. C'est exactement ça. La technologie est un moyen, mais la finalité, c'est bien de bâtir un socle de confiance pour que notre économie et notre société numérique puissent fonctionner sereinement. Et ça laisse une dernière question en suspens, une pensée pour la route. L'Europe est vraiment en train de bâtir un modèle unique au monde, fondé sur la souveraineté de l'individu sur ses données. Une approche très différente des modèles américains ou chinois. Tout à fait. Alors que cet écosystème devient la norme, la vraie question n'est plus seulement de savoir comment les entreprises vont s'adapter, c'est de savoir comment cette confiance intégrée par conception va redéfinir la relation de pouvoir entre nous, les individus, les grandes plateformes et les États. C'est une excellente question. La confiance, qui est une valeur profondément humaine, devient un service technique mesurable, programmable. Est-ce qu'elle change de nature pour autant? C'est peut-être ça le plus grand enjeu.